mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adoveland, a été reçu en audience hier jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la poursuite de grands projets d'investissement entamés en Côte d'Ivoire. Abidjan accueille la 20e réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'espace UEMOA. À marge de cette rencontre, les présidents des cours des comptes de l'UEMOA ont été reçus hier jeudi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Denkan. Ils ont échangé sur le fonctionnement de cette institution au plan sous-régional. Et puis, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a visité hier jeudi une plantation ou école à Azopé à la faveur de la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adoveland, a été reçu en audience hier jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la poursuite de grands projets d'investissement entamés en Côte d'Ivoire. Alexis Zéouedraogo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, est une institution commune chargée du financement, du développement et de l'intégration économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce jeudi, son président Christian Adoveland est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA. L'institution a injecté à ce jour un peu plus de 985 milliards de francs CFA d'investissement dans le pays. En 2017, nous avons financé 8 opérations en Côte d'Ivoire pour à peu près 74 milliards de francs CFA. Et déjà à mi-parcours, donc cette année en 2018, nous sommes déjà à un niveau d'intervention de 65 milliards de francs CFA. Donc c'est ce qui montre que la coopération se porte très très bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 20 projets en cours d'instruction dans différents domaines et qui vont passer à nos différents conseils d'administration les jours à venir. La banque dispose de 3 guichets de financement, un guichet concessionnel qui finance des projets publics de développement, un guichet marchand qui finance des projets d'investissement à finalité commerciale portés par des États et des entreprises publiques et privées et un fonds de développement énergie destiné au financement des projets d'énergie. En ce qui concerne la mobilisation de ressources, la banque a pu mobiliser 630 milliards de francs CFA en 2017, notamment avec une opération de rebond sur le marché international de 480 milliards, une autre opération de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale et pour le financement des logements sociaux. Globalement, on peut dire que la situation financière est satisfaisante et que la banque se porte très très bien. Et cette année, la banque célèbre ses 45 ans. Au programme, un forum qui réunira gouvernement et start-up autour du thème « Énergie solaire dans la zone de l'UEMOA ». L'occasion de réfléchir ensemble sur les solutions de développement de cette énergie. Abidjan accueille la 20e réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'espace UEMOA. À marge de cette rencontre, les présidents des cours des comptes de l'UEMOA ont été reçus hier jeudi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Denkan. Ils ont échangé sur le fonctionnement de cette institution au plan sous-régional. C'était en présence de Traoré Mahama. Les présidents et conseillers des cours de compte de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont venus présenter au vice-président Daniel Kablan-Denkan l'ordre du jour de leur 20e réunion annuelle statutaire. Pour l'essentiel, il s'agit d'évaluer l'état de la gestion et du contrôle des finances publiques dans l'ensemble de 8 pays membres de l'Union, mais aussi de plancher sur les nouvelles normes internationales en matière de contrôle des finances publiques. Nous avons reçu un mandat pour reprendre le manuel de vérification des cours des comptes pour que dans très peu de temps, toutes les cours des comptes de l'espace UEMOA et la cour des comptes communautaires, pour qu'elles puissent se baser sur les mêmes règles, les mêmes méthodes, les mêmes principes, pour faire les travaux de contrôle, aussi bien contrôle juridictionnel qu'audit de conformité, qu'audit financier et audit de performance. Et là, nous allons renforcer notre professionnalisme, la qualité de nos rapports et la crédibilité de nos institutions.
La Cour des comptes de l'UEMOA félicite le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la bonne gouvernance. En 2016, l'institution avait notamment suggéré au chef de l'État la mutation de la Chambre des comptes en une cour. Une cour des comptes mise sur pied en janvier 2018 et présidée par le professeur Kanvali Diomandé. Autre titre de cette édition, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a visité hier jeudi une plantation école à Zopé à la faveur de la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. À Zopé, quand la première dame Dominique Ouattara ce jeudi y arrive, c'est un triomphe. Comme chaque fois qu'elle se rend dans la capitale de la région de Lamé. Et comme toujours, l'accueil qui lui est réservé n'en est pas moins festif. La première dame Dominique Ouattara, ce 19 septembre 2018 à Adzopé, pour une visite tout à fait particulière, celle qui l'a conduit dans une plantation de cacao. C'est précisément un champ-école dont le cadre institutionnel est la lutte contre le travail des enfants dans des plantations. Ce champ-école avec pour vocation la professionnalisation de l'agriculture sur la base du regroupement des femmes en coopérative pour leur autonomisation, comme par exemple la coopérative agricole de Yakassé à Tobro, en abrégé Kayat, initiatrice de cette visite de la première dame à Adzopé. Dans ce champ-école, l'épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, découvre la technique de cabossage, fermentation et séchage dans une ambiance de gaieté avant de mettre le cap sur le siège de Kayat qui abrite la radio dénommée La Voix du producteur agricole. Pour Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, cette visite de la première dame à Adzopé, comme celle déjà effectuée dans cette région, est une fois de plus remplie de symboles. Votre présence attire naturellement tous les regards, mais également toute la presse et les grandes personnalités. Et ces chocolatiers qui sont là ont le sentiment que c'est quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Et si jamais ils envisageaient eux-mêmes de faire quelque chose, ils feront certainement beaucoup plus. Donc merci pour tout cela, d'avoir pris le temps sur vous de venir, et ces populations, par ma voix, vous disent que vous êtes leur fierté. Elles vous disent merci. Réagissant, la première dame indique que le plaisir reste le même chaque fois qu'elle se retrouve à Adzopé ou dans la région. Je suis très heureuse lorsque je suis dans la région de Lamé et particulièrement à Adzopé, chez notre ami le ministre Patrick Hachi. Je suis à chaque fois très heureuse parce que j'ai un accueil formidable, un accueil très chaleureux. Et cette fois-ci, nous sommes venus visiter un champ-école qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que les femmes, notamment, se battent beaucoup pour que cette coopérative soit très qualitative et vraiment, elle lutte contre le travail des enfants et ça, c'est formidable. Comme d'habitude, la première dame fait des dons. À l'occasion de cette visite, il s'agit notamment des motobagages, des chaises, des arrosoirs, des bassines, des paires de bottes, des machettes, bref, des dons en nature et des dons en espèces, le tout d'une valeur de 31 500 000 francs CFA. Jérôme Kofi Abolin, changeons de sujet pour parler de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville qui a accueilli la double cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves et de baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe. Une double cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo y était pour RTI 1. S'instruire pour mieux servir. Devise de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville qui célèbre ses meilleurs enfants de troupe pour l'année scolaire 2017 et 2018 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui marque la fin de l'année scolaire. Mais dans l'attente des résultats du baccalauréat, l'EMPT se distingue par des résultats satisfaisants. L'EMPT, avec un taux de réussite de 98,29% au BEPC 2018, continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. Ainsi, de la 6e à la terminale,
Les élèves les plus méritants ont reçu des prix et des ordinateurs portables. Ont été distingués de manière spéciale les enfants de troupe Amoa Congras Emmanuel en classe de 3e, Nyang Serigne en classe de terminale et Kra Ndri Ange Victoria en classe de 5e et qui a obtenu une moyenne de 18,82, soit la plus forte moyenne depuis la création de l'EMPT de Bingerville. Je suis vraiment fière et honorée de représenter l'école à ce titre. Et je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, j'en reçoive encore plus. J'ai reçu un prix d'excellence et puis plusieurs prix spéciaux, parmi lesquels figure le prix du meilleur élève en allemand de la 3e, le prix du meilleur élève du premier cycle en anglais, le prix du meilleur résultat au BPC. Les élèves de l'MPT, déjà, ils sont forts à l'arrivée. Donc, il suffit seulement de mettre de la volonté et ça ira. J'ai eu le prix du meilleur élève ivoirien à l'étranger. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé au Gabon et je promets de toujours bien travailler. Autre temps fort, le baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe, forte de 92 élèves, avec comme parrain le général à la retraite Soumaïla Diabagati. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a félicité l'encadrement militaire, enseignants et élèves pour les excellents résultats de l'école. L'MPT est une école de référence, c'est une école d'excellence et je veux que cette école demeure une école qui fasse la fierté de la Côte d'Ivoire et la fierté de l'institution militaire. Nous allons donner des moyens pour que cette école soit réhabilitée et qu'elle ait fière allure dès l'année prochaine. Le ministre d'État a par la suite offert à chacun des 3 lauréats un voyage d'études à l'étranger et un ordinateur portable. 22 personnels civils et militaires de l'EMPT ont été distingués. Bravo à ces élèves. Intéressons-nous maintenant à la plateforme d'action de développement de la jeunesse de Ferké qui a initié un after-work, un moment de partage d'expérience entre étudiants et jeunes cadres avec leurs aînés. Euloge Soro-Kipeya, directeur général de l'ANSUIT, était l'un des conférenciers du jour, témoin pour RTI en Kwasi Mamadou. 2 cadres, des modèles pour ces jeunes du département de Ferké au nord de la Côte d'Ivoire. Ils partagent avec eux leurs différentes expériences, puisque l'un est directeur général d'une structure d'État et l'autre un opérateur économique, acteur du privé. Ce partage d'expériences est axé sur les thèmes, les leviers d'une bonne gestion des carrières professionnelles. Tour à tour, chacun des intervenants a présenté les pistes pour permettre aux jeunes de se garantir une bonne carrière. Se fixer un objectif clair en matière de carrière, ensuite de s'évaluer en toute transparence et en toute objectivité pour pouvoir déceler leur potentiel et aussi leurs zones à améliorer. Vis-à-vis de ces zones améliorées, c'est de s'engager à les perfectionner en s'inscrivant dans des formations continues, en restant aussi alerte par rapport aux opportunités de leur environnement. Euloge Soro-Kipeya, DG de l'ANSUIT, propose pour les acteurs du secteur public la formation continue et la quête perpétuelle pour un diplôme supérieur. Ce moment d'échange entre jeunes et cadres du département de Ferké est une initiative de la page DEF, plateforme d'action de la jeunesse pour le développement du département de Ferké-Sédougou. Le renforcement du capital humain est un axe stratégique qui est inscrit dans le programme national de développement. Nous, en tant qu'outil de développement de notre département, il était essentiel pour nous de venir renforcer les compétences de nos frères et sœurs. Ça permettra aux uns et aux autres d'améliorer leur contribution au développement du département de Ferké et également accroître leur productivité à leurs différents postes. Après cet after-work, la plateforme d'action de la jeunesse pour le développement du département de Ferké entend aborder d'autres thématiques pour l'insertion socio-professionnelle de ses membres, mais aussi pour leur promotion. Une dynamique qui devra renforcer la politique de développement de la région du Kologo. Laurent Ndiagba, le nouveau ministre de l'Hydraulique, a effectué sa première sortie officielle à Bouaké. La ville de Bouaké, il faut le rappeler, est secouée par une pénurie d'eau depuis le mois d'avril dernier. Si l'eau revient progressivement dans certains quartiers, la résolution définitive de la pénurie reste une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Abdoulkader Sogodogo, Guédoumo, RTI Bouaké.
Nommé récemment à la tête du tout nouveau ministère de l'Hydraulique, Laurent Tchagba prend le taureau par les cornes. Il est à Bouaké pour sa première mission ministérielle. La ville est frappée depuis le mois d'avril par une pénurie d'eau qui est une préoccupation pour le gouvernement. Des efforts sont faits et l'eau revient progressivement dans certains quartiers. Toutefois, la fin de la pénurie reste l'option envisagée. Tout le monde est content. Quand il y a l'eau, tout le monde est content. Ouais, ça fait plaisir. Bouaké est heureux de cette attention particulière du gouvernement. Je voudrais demander aux populations de garder confiance parce que la visite que nous avons effectuée aujourd'hui sur 3 sites de production d'eau de Bouaké nous laisse augurer très bientôt, dans quelques semaines, d'ici 2 à 3 semaines, d'une amélioration nette, sensible de la situation pour la population de Bouaké. 2 jours, c'est le temps de cette mission du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, à Bouaké. Des actions du gouvernement menées par l'ex-ministère des Infrastructures économiques sont au programme de la visite, notamment le barrage de Gonfreville, dont des essais apportent du bonheur aux populations. En tant que citoyen, j'ai vécu la situation que les populations de Bouaké ont connue en matière, n'est-ce pas, de disponibilité de l'eau potable. Et un mois après, je suis nommé ministre de l'Hydraulique. Je pense que lorsque le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en audience, il a exprimé son souci de pouvoir mettre à disposition des populations de l'eau afin que ces populations vivent dans les conditions les meilleures. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, présents depuis les premières heures de la pénurie, sont de la mission de Bouaké. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan va bientôt rentrer dans sa phase active. D'importants ouvrages routiers vont être construits d'ici à 2025 pour valoriser davantage la position du port autonome d'Abidjan. La structure en charge du projet vient de lancer un concours de logos, de chartes graphiques et de slogans à l'attention des étudiants. Serge Kolia. Initié par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan vise de façon globale à améliorer la mobilité routière dans le district. Il prend en compte, entre autres, un accès rapide au port autonome d'Abidjan, en plus d'une connectivité avec les principales zones industrielles. Il s'agira également de favoriser une fluidité urbaine de qualité avec la réalisation de routes, d'autoroutes et d'échangeurs. Le projet vise à intégrer parfaitement le port, qui est le poumon économique de la ville, dans la ville d'Abidjan. Le projet va réaliser des infrastructures structurantes de transport, aménager le carrefour Akwaba en échangeur pour faciliter la circulation à ce niveau-là. Il y a aussi la section 2 de la Y4 qui partirait de la nationale A1 jusqu'à l'autoroute du Nord au niveau de la zone industrielle du PK24. En réalisant cela, ça aide à faciliter un peu la circulation. Donc si les autres véhicules sont déviés sur une voie périphérique, ça laisse plus de fluidité aux camions qui vont au port et y arriver plus facilement. Pour renforcer la notoriété du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, la cellule de coordination met à contribution les étudiants de l'ISTC Polytechnique, de l'INSAC et de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il s'agira pour eux de se mettre en valeur au cours d'un concours. Ils auront à produire un logo, une charte graphique et un slogan pour donner une meilleure visibilité au projet. Le concours se tient du 19 juillet au 19 août prochain. Serge Collier, notre projet, le projet d'amélioration des projets de la mise en œuvre de la politique foncière rurale a été lancé à Bangourou. Il y a de cela quelques jours. Ce projet est financé par la Banque mondiale pour un coût total de 27 milliards de francs CFA. Il a pour objectif d'appuyer la politique financière rurale en résorbant la question des droits de la terre et 6 régions de la Côte d'Ivoire sont concernés justement par ce projet. Nadia Edia, Cheikh Aboubakar Kodé.
La patrie, la vraie fraternité, c'est cette terre de la vraie fraternité qui, dans son traditionnel chant, dit à quoi va ce projet. 27 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière en Côte d'Ivoire. Ce projet signé le 21 avril 2018 entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale est la réponse à la problématique du droit à la terre dans les zones rurales. Pour Pierre-Franck Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, il est important de soutenir ce projet de sécurisation foncière. Avec cet appui, nous estimons que 267 000 personnes pourront disposer d'un document officiel sur les terrains qu'elles possèdent ou qu'elles exploitent. Et nous sommes persuadés que la délivrance massive de documents fonciers à tous les personnels qui ont des droits va apaiser la tension et va créer des conditions propices aux investissements dans l'agriculture. Le projet s'articulera autour de 4 composantes: le renforcement des institutions foncières rurales, l'appui à la mise en œuvre du programme national de sécurisation du foncier rural, la formation pour les professionnels du foncier et la coordination du programme et la gestion des connaissances. Structure d'exécution de ce projet, l'Agence foncière rurale AFOR a rappelé le rôle majeur de sa structure dans la mise en œuvre de ce projet. En Côte d'Ivoire, le nombre de certificats fonciers délivrés est passé de 1730 en février 2016 à 4062 en juillet 2018. Le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a invité les acteurs de la chaîne foncière rurale à une implication effective pour la réussite de ce projet. Le défi de la sécurisation foncière rurale n'est pas seulement celui de l'AFOR, il est le défi de toute la Côte d'Ivoire en général et de votre tutelle technique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en particulier. Par conséquent, je vous donne l'assurance que l'accompagnement de nos services déconcentrés et centraux ne vous fera pas défaut. Ce projet sera implanté dans les régions Nzi-Komoué, Sud-Komoué, Lamé, Agnébi-Tiassa, Indénié-Douablé et le Bafing. Il couvrira 19 départements et 51 sous-préfectures. Le programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales a été lancé jeudi dernier ici à Abidjan par la Direction générale de la décentralisation du développement local et la Société ivoirienne d'assistance aux collectivités. Et cette étude est un projet pilote d'évaluation du potentiel fiscal de 10 communes ivoiriennes. Jean-Luc Bango Kwame. Le niveau de recouvrement des recettes propres des communes ivoiriennes est estimé à fin 2017 à 47,18% par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, largement en deçà de leur potentialité de mobilisation de recettes. Le programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales se présente comme un outil de gestion de l'assiette fiscale et de mobilisation optimale des recettes des dites collectivités. Il faut accompagner les collectivités territoriales à déterminer leur potentiel fiscal. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que les collectivités disposent des ressources suffisantes, des ressources propres suffisantes pour assurer la mise en œuvre de leurs projets. La phase pilote du programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales sera menée dans 10 communes sur une période de 6 mois, période au terme de laquelle sera constituée une base de données des contribuables de ces localités. Nous allons commencer d'abord par une sensibilisation au service fiscal. Nous allons visiter les localités, dire à ces contribuables, en fonction de leur nature d'activité, qu'il y a une mission bien particulière qui se fera dans les localités. Ce projet devrait aider les collectivités à s'affranchir des subventions de l'État et retrouver leur autonomie financière. Nos besoins aujourd'hui en collectivité territoriale sont énormes. Les ressources sont infimes parce qu'actuellement nous dépendons à 98% de l'État par les subventions. Et avec les subventions, on ne peut pas réaliser grand-chose. Il nous appartient, en tant que collectivité, de rechercher les moyens additionnels afin de pouvoir aider nos populations dans le cadre de leur bien-être. Ce projet fait partie d'un ensemble d'activités qui visent à faciliter la transposition des normes communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, notamment en vue d'améliorer la mobilisation des recettes des collectivités territoriales.
La cellule d'analyse de politique économique du CIRES-CAPEC a organisé ici à Abidjan une rencontre d'échange sur la croissance inclusive dans les pays aspirant à l'émergence socio-économique comme la Côte d'Ivoire, notre pays. Les experts nationaux et internationaux se sont prononcés justement sur l'état de la croissance de la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gbangbo Kwame, Jean-Jacques Kwame Ala. Plus d'une centaine de participants issus des administrations publiques et privées, de la société civile, des universités et centres de recherche ont pris part à cette rencontre scientifique. Cadre d'échange entre experts en vue de permettre à la Côte d'Ivoire de tirer les leçons des pays émergents afin de rendre sa croissance plus inclusive. La forte croissance que connaît la Côte d'Ivoire depuis la reprise économique à partir de 2012, avec une moyenne de 8% par an, ne s'est pas suffisamment accompagnée par une réduction de la pauvreté. La croissance en Côte d'Ivoire pourrait être plus inclusive. Notamment, un certain nombre de la population reste en dehors des circuits de croissance. Et c'est un constat monétaire, puisque pas tout le monde gagne le même montant d'argent, mais ici on constate en termes d'accès aux services de base. Donc pas tout le monde a accès à l'eau, pas tout le monde a accès à l'électricité, pas tout le monde a accès aux services de santé ou d'éducation. Pour rendre la croissance en Côte d'Ivoire plus inclusive, le gouvernement a entrepris d'importants investissements dans le capital humain, les infrastructures et dans l'amélioration de la gouvernance économique. Au titre des actions sociales permettant d'assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance, je voudrais citer l'augmentation du SMIC, qui est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA, le déblocage et la revalorisation des salaires des fonctionnaires, l'augmentation continue des dépenses pro pauvres qui se chiffrent à 2 990 milliards de francs CFA en 2018. Relativement au taux de pauvreté estimé aujourd'hui à plus de 46%, le ministre du Plan et du Développement appelle à une analyse plus nuancée car les taux actuels relèvent selon elle de taux purement monétaires. Nialé Kaba a ainsi annoncé que l'État a entrepris une réforme de son dispositif statistique, lequel permettra d'établir des critères de comparabilité avec les pays voisins au sein de l'UEMOA pour mieux mesurer le taux de pauvreté. La 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique et le 4e forum sur la coopération des médias chinois et africains qui se sont tenus à Pékin ou en Chine ont été sanctionnés par la formation de journalistes et autres hommes de médias venus de plusieurs pays africains. Le thème principal a généralisé la télévision numérique terrestre pour jouir d'une vie agréable. La TNT, c'est une route. Nous avons donc un canal qui nous permet de porter une multitude de chaînes. Et pour qu'il y ait TNT, il faut qu'il y ait des contenus différents. Parce que rien ne sert d'avoir 20 chaînes qui font la même chose. Il est plus important d'avoir 5 chaînes qui font des choses différentes. La télévision numérique terrestre TNT en Afrique et son évolution étaient à l'ordre du jour dans tous ses détails lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Chine. Pour Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, le passage à la télévision numérique terrestre nécessite bel et bien une formation. Il félicite la Chine pour cette opération et encourage les journalistes à s'impliquer dans la formation pour en faire un acquis et être compétents. La TNT, c'est un processus qui est irréversible. Certains ont certainement pris de l'avance, d'autres vont un peu plus lentement, mais tous, il faut qu'ensemble, en 2020, nous soyons tous au rendez-vous. Les autorités africaines ont souhaité lors des conférences et forums une coopération sud-sud au niveau des médias et avec la Chine qui soutient le continent africain. Et cela au profit des peuples pour une vie agréable tant en Chine qu'en Afrique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous puissions regarder, apprendre d'eux, bénéficier de l'accompagnement, mais surtout garder un aspect important, c'est que la TNT, c'est avant tout une question de contenu. Les autorités chinoises, elles, souhaitent un nouveau mode de société adapté aux réalités du continent africain. Passer de l'analogie au numérique au niveau des médias n'est pas aisé, mais les Chinois disent être là, aux côtés du continent africain, pour l'aider à prendre en marche le train du numérique qui va vite et même très vite. Pour maintenir le cap dans les relations sino-africaines, avec un accent mis sur les TNT, un sommet des chefs d'État est prévu en septembre prochain entre la Chine et les pays africains à Pékin.
Voilà, le jeudi 26 juillet prochain aura lieu le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque, occasion pour le commissariat du Hajj, structure en charge de l'organisation du pèlerinage à la Mecque du contingent étatique, de multiplier ateliers et séminaires de formation en vue de donner aux responsables des différentes commissions chargées de l'encadrement des pèlerins les consignes et feuilles de route pour réussir leur mission. Alphabet, la maison mère de Google, va déployer au Kenya pour la première fois commercialement ses ballons transmetteurs d'Internet destinés à fournir des connexions dans des régions isolées. Selon l'une filiale d'Alphabet qui met au point cette technologie, il s'agit de son premier déploiement commercial. Et nous allons terminer avec cette information. Le président chinois Xi Jinping effectue à partir de ce vendredi jusqu'au 27 juillet une nouvelle visite africaine qui le conduit au Sénégal, puis au Rwanda et en Afrique du Sud avant d'accueillir en septembre plusieurs dirigeants du continent à l'occasion du sommet Chine-Afrique. Durant son séjour de 3 jours à Dakar, capitale du Sénégal, Xi Jinping devra signer plusieurs accords de coopération économique avec son homologue sénégalais Macky Sall. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.